ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Fréquence Foot. Libre sur le web. Bienvenue à tous, c'est la 3e édition de Fréquence Foot. On a l'esprit un peu plus clair, 24 heures de la claque qu'on a reçue ensemble contre l'Iran. On voit les choses un petit peu différemment et on invite des nouvelles personnes parce qu'il y a beaucoup d'opinions et puis tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. Donc avec moi, je vais vous présenter les invités de ce soir. À ma droite, l'homme qui tweet sur tout. Si je n'avais pas écrit Framator il y a 10 ans avec Roba, je l'aurais fait en le rencontrant. Hatim Jardor, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Ça me fait plaisir de cette présentation-là. Comment ça s'écrit, Jardor? C'est Hatimus avec 3 U. 3 U. Ouais. Super. À ma gauche, c'est bien fait. Le révolté des réseaux sociaux, tellement à gauche que dans ses compositions d'équipe, il n'y a pas d'arrière droit. Contrairement à celle du Maroc où il n'y a pas d'arrière gauche. Abdullah Abaqil, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on te trouve sur Twitter? Dis-nous. Alors, c'est Abdullah Abaqil, mais avec un 1 à la fin. À la place du L. Ok. Bon, bienvenue à vous. Ça va être un petit peu compliqué de le trouver. Hein? On va faire le lien. Il va pour vous trouver. C'est lui qui vous trouve. Bon, écoutez, déjà pour commencer, moi je suis désolé, mais j'ai un petit coup de gueule pour attaquer cette émission. Et je vais le lancer sans plus attendre parce que c'est moi qui décide. Alors on est en 2018, on fait une Coupe du Monde, c'est la première pour nous à l'ère des réseaux sociaux, c'est la première Coupe du Monde du Maroc avec des supporters qui se déplacent, avec des supporters qui achètent des maillots, avec des réseaux sociaux, des gens qui commentent, des gens qui sont en demande d'informations, des gens qui ont besoin de savoir ce qui se passe et on ne sait rien. Voilà, on a une communication, on a l'impression que l'équipe nationale est une boîte noire dont on extrait très peu d'informations. Alors par exemple, on est incapable on n'a rien su sur la blessure de Dirar. On n'a pas su combien de temps elle allait durer, on n'a pas compris ce qui lui est arrivé en stage de préparation. Même chose pour Amrabat, s'il n'y avait pas eu une espèce d'insurrection sur les réseaux sociaux, je crois qu'il nous a fallu des heures et des heures pour savoir ce qui était arrivé à ce bon Nourdin, alors que tout le monde l'a vu très très mal sur le terrain. Et ça dépasse le foot, il y avait beaucoup de gens dont je fais partie. C'était l'humain. C'était l'humain, voilà, on ne savait rien. Même chose au niveau du foot, qu'est-ce que le sort de Mendil? Mendil était le numéro 1, il s'est retrouvé un choix qui n'est pas du tout envisagé par Renard, il n'est pas numéro 2, il n'est pas non plus numéro 3, vu que quand Amrabat se blesse, on continue à mettre Hakimi à gauche. Qu'est-ce qui se passe avec Boutaïb, qui était pareil numéro 1, qui est passé numéro 3? Alors moi je sais que... il y a eu un exemple aujourd'hui, c'est avec la conférence de presse avec Faisal Fajr. On a suivi la conférence de presse via des journalistes sur Twitter. Voilà, alors on a suivi l'équipe nationale depuis la concentration via les comptes Instagram des joueurs. Alors, on a vu des vidéos. Il y avait un compte qui a été placé, un compte Twitter et un compte Facebook de l'équipe nationale, mais on voyait plus, c'était des photos ou du suivi de l'équipe nationale. C'était après ou a posteriori de ce que postaient les joueurs. Alors moi je sais qu'il y a du monde en Russie. Je sais que la presse marocaine est en crise. Elle a beaucoup de mal à envoyer des envoyés spéciaux là-bas. Je sais qu'ils passent peut-être un peu plus de temps à chercher des sponsors que les informations. Mais en même temps, je suis désolé, il faut que ça bosse, quoi. Il faut qu'on reçoive des choses. Il faut que des questions soient posées. Après, si Renard ou l'Irja ou les joueurs veulent pas répondre, à la limite c'est leur problème. Mais on peut pas nous faire l'économie d'un travail qui consiste à poser les questions que les gens se posent aux joueurs qui sont là-bas. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Abdel? Le cas Amrabat démontre tout ce déficit de communication. Mais en fait, on est en terrain connu parce que par exemple, pour ceux qui suivent la Botola, c'est exactement pareil. On n'aura jamais la durée d'une blessure d'un joueur de son club préféré. On n'aura jamais ce type d'information-là. Mais le problème, Abdallah, moi je vais pas seulement reprocher à la fédération ou à l'entraîneur ou au staff médical, mais même en termes de journalistes. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe je vais donner un exemple, Mexique, Espagne ou n'importe quelle équipe, l'Iran même, on trouve un staff de journalistes qui sont présents sur les réseaux sociaux parce que cette Coupe du Monde, on va dire aussi, c'est la Coupe du Monde des réseaux sociaux. Et on parle de ça à longueur de journée. Et on trouve pas beaucoup de communication dans ce sens-là. Là où Hatim a raison, c'est qu'on est benchmarké. Quand on est en Coupe du Monde, on est benchmarké. C'est-à-dire que tout le monde,
monde. Enfin, il y a 32 pays qui y sont. Il n'y a pas de raison qu'on soit les mauvais élèves de la communication. Il n'y a pas de raison. Globalement, on n'est pas allé plus loin de la Russie. On a un contingent là-bas, mais on a vraiment l'impression que c'est des supporters ou qu'il y a du tourisme. Par rapport à nos médias. Voilà. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolé parce que je fais partie de cette famille-là, mais moi je vous le dis parce que j'ai peut-être ça fait 15 ou 18 ans que je suis des compétitions. C'est la faiblesse de nos médias. Aujourd'hui, on n'est plus capable. En tout cas, c'est ce que les patrons de presse disent beaucoup. C'est très difficile aujourd'hui d'aller chercher de l'info sans sponsor, d'aller chercher de l'info. Et aujourd'hui, on le paye parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et on se retrouve nous derrière nos écrans et derrière nos écrans de téléphone et nos écrans de télé en train de commenter des choses qu'on voit comme tout le monde. Je sais pas, Abdallah. Non mais c'est ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire que les médias de toute façon sont beaucoup plus à la recherche de sponsors que réellement d'un public. Et on a l'impression que c'est un petit peu, ça tourne toujours un petit peu autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a une équipe nationale, une fédération, qui est là, qui sert, on va dire, l'intérêt d'un certain nombre de personnes, un cercle dans lequel le public et les supporters passent en second plan. Ce n'est pas leur priorité n'est pas d'informer le public et les supporters. C'est ce qu'on a senti. Dans le cas d'Amrabat, c'était terrible parce que tout le monde était inquiet, il y avait une vraie panique. Il y avait une vraie panique humaine, même pas footballistique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiétait de la santé du joueur. C'était même pas. Il s'agissait d'ailleurs même pas de savoir s'il allait pouvoir jouer ou pas. C'était juste une grosse inquiétude concernant sa santé et ça a mis des heures. Ça a mis des heures à sortir. C'est sous la pression, encore une fois, d'ailleurs des réseaux sociaux, qu'il y a eu finalement un communiqué de l'Arja au bout de la nuit. Mais là où je suis surpris, parce que tu parles de Botola, on connaît notre championnat, on le suit au quotidien, mais on a quand même l'impression que là on est dans une autre culture. On a un staff qui est pas du tout lié à la Botola, on a des joueurs qui sont pas non plus particulièrement liés à la Botola. On est globalement dans un autre environnement. Et comment se fait-il qu'on retrouve ces mêmes réflexes? Mais on a aussi la communication. Par exemple, c'est un match international, c'est la Coupe du Monde. Dans une Coupe du Monde, dans un match de niveau international, il y a la zone mixte. Après, il y a les déclarations de l'entraîneur, il y a la déclaration des joueurs. Moi, à part la déclaration d'Hervé Renard que j'ai vu par hasard, comme ça passait sur les réseaux sociaux, j'ai vu aucune déclaration d'un joueur. Parce qu'il y a très peu de journalistes marocains accrédités. C'est ça le problème. C'est quand on voit n'importe quel match. Après, on a les déclarations des joueurs, les journalistes qui demandent. Quand on voit, on suit un petit peu l'équipe de France, l'équipe d'Espagne. Après, ils te donnent tous les interviews avec tous les joueurs. Mais c'est pas un problème seulement des joueurs ou de la fédération, mais c'est le problème aussi des nôtres, des médias. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que quelle que soit la déclaration, de toute façon, il n'y a rien de plus facile que de faire une déclaration officielle et de dire voilà ce qui se passe. Il y a une défaillance, il y a un petit retard, il y a un temps de retard dans cette communication officielle. Mais la vraie défaillance, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus d'informations sur les autres sélections, sur les 31 autres sélections que sur la nôtre, c'est aussi par la qualité des questions posées par les journalistes. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on pose rien parce que la zone mixte, c'est une obligation par la FIFA. En fait, quand un match se termine, il y a une zone mixte où les joueurs et l'entraîneur passent par là. Mais il y a des joueurs qui ne vont pas communiquer, mais il y a des joueurs qui sont obligés de parler. En Coupe du Monde, tu as également la conférence de presse des capitaines, des entraîneurs la veille du match, le lendemain, enfin 2 joueurs, etc. Voilà. Bon, on est d'accord pour dire que ça va pas, on va pas rester là-dessus. Plus longtemps. Moi, je voudrais quand même vous dire, maintenant que vous avez dormi 2 nuits depuis ce but assassin. Est-ce qu'on a bien dormi? C'est ça la question. Est-ce qu'avec le recul, alors on a eu les analyses de Hussein et de Amin Rahmouni, on voudrait bien savoir aujourd'hui comment vous, avec un petit peu de recul, vous analysez qu'est-ce qui a tourné, qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui a pas tourné rond dans ce match contre l'Iran. Abdallah, explique-moi toi comment tu as vu ça, parce que tout le monde a quelque chose à dire. Explique-nous toi comment tu as vu ce truc-là, cet objet sportif qui nous a fait mal à tous. Pour moi, il y a eu un gros souci tactique et qui remonte à loin. Là encore, enfin, on avait ça remonte à loin, ça remonte à la préparation, le choix des 23. Enfin, il y a toute une série en fait d'événements qui arrivent et qui aboutissent à ce qu'on a vu vendredi, c'est-à-dire un match plutôt bon de l'équipe nationale, mais un gros souci au niveau de la cohésion d'équipe, les joueurs qui ne sont pas à leur poste. Enfin bon, tu parlais tout à l'heure de Mendil qui passe en numéro 3, un changement qui se fait ensuite avec l'entrée de Dacosta. On se dit bon, à la limite d'accord, Saïs va glisser à gauche et Hakimi va retrouver son poste d'arrière droit. Ah ben non, il est ailier gauche. Enfin, on a beaucoup de mal à comprendre un certain nombre de choix
qui sont faits sur des joueurs qui n'ont jamais occupé Alors, le poste. pour toi, Même le but, il est évident. Enfin, moi, je fais pas le reproche à Boueddouz ni aux joueurs d'ailleurs eux-mêmes. C'est que on voit que Soufiane Amrabat n'est pas un latéral. N'importe quel latéral. Il a joué un peu latéral, mais c'est bon. N'importe quel latéral de métier, c'est-à-dire qu'il le fait tout le temps, aura le réflexe de bloquer le centre. Pas de foncer sur le joueur, pas d'offrir Moi, je suis suis pas d'accord à 100% avec. Attends, moi je vais résumer juste. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas le joueur. Hein. Je dis, il y a des choix qui font qu'un certain nombre de joueurs ne sont pas à l'aise là où ils sont. Pour toi. Et un certain nombre par exemple, le choix du maintien. Mbark Boussoufa fait de super matchs depuis la CAN. Plusieurs mois, depuis la CAN. 8 mois. Voilà. Non. Un an. Il se trouve que ce jour-là, il fait un mauvais match. Normalement, il doit être remplacé. Enfin bon, on a vraiment une impression un peu de les choses ne se font pas comme il le faudrait. À un moment, j'ai même tweeté, je comprends plus rien à ce match. C'est-à-dire que je regarde le foot depuis des décennies. Hatim, je peux pas dire que tu comprends pas parce que ça va pas quoi. C'est impossible. Non, c'est pas que je comprends pas. C'est pas que je comprends pas. Un tel aveu ne correspondrait pas à ta philosophie générale dans les réseaux sociaux. Tu vas comprendre mon femme attends. D'accord. Pour moi, ce que je trouve, c'est que peut-être, je pose 2 questions. Peut-être on s'est mis la pression plus qu'il fallait et on se disait que ce match-là, on doit le gagner. Au début, on a fait un entame de match qui était, on va dire, positif. Correct, positif. On a essayé, on a eu des occasions et à un certain moment, c'est que il a dit Kairos après, c'est que les joueurs, ils ont commencé à douter d'eux-mêmes. On voyait à un certain moment où on jouait des longs ballons. C'est parce que même les mecs du milieu de terrain, ils se cachaient, ils se présentaient pas. Il y avait pas d'option. Et en fait, ça revient un petit peu au jeu du Maroc depuis la CAN. Depuis Hervé Renard. Le jeu du Maroc, c'est un jeu où il s'est basé que l'autre équipe a le ballon et nous, on joue avec une défense un petit peu basse et on joue au contre. Et là, l'Iran nous a donné le ballon. Et on a souffert avec ça. On a vraiment contre le Gabon, contre le Mali à domicile, on a été. C'était pas la même chose. C'était avec une défense, avec l'Iran, avec une défense qui était vraiment très solide, très stable, une défense très basse qui a bien cerné le. Donc pour toi, en résumé, c'est une défaillance des joueurs, une défaillance du staff. C'est surtout mental. Moi, c'est surtout une défaillance mentale collective. On s'est mis beaucoup de pression et à un certain moment, on a commencé à douter de nous-mêmes. C'est quand je vois des contrôles de balles de Ziyech, quand je vois Boussoufa, quand je vois même Benatia qui a joué cette année des matchs en Champions League de haut niveau, et quand je le vois qui fait des contrôles où le ballon lui échappe de 5 mètres. Mais attention, il y a une différence entre être un bon joueur dans une grande équipe et devoir tirer l'équipe vers le haut. Moi, c'est là où je me demande. C'est pas exactement la même chose. Hein. Tu as la Juve, tu as un collectif qui tourne, tu as Buffon derrière, Chiellini. Ces gens-là sont les tauliers. Et derrière, tu t'intègres dans un. Et c'est très difficile parce qu'à un moment, parce que même tu peux aller plus loin. Tu peux te poser des questions également sur Belhanda qui a fait un bon match vendredi, mais qui pendant des années a été le taulier. Ça me fait mal de le reconnaître, mais il a fait un très bon match. A été le taulier d'une équipe de Montpellier qui a arraché le titre la première année du PSG Qatari et qui au Maroc arrivait pas. Enfin au Maroc. En équipe nationale n'arrivait pas à prendre franchir des paliers. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus juste après une petite pause. Respirez. Ok. Vous écoutez Radio Ma'arif. Ok, vous êtes sur Fréquence Foot avec moi, Abdallah Abaqil et mon ami Hatim Chardor, mes 2 amis d'ailleurs, et qui nous débriefent ce match comme ils l'ont vu. Alors je résume pour ceux qui ont trouvé nos propos un peu parce qu'en fait il y a beaucoup d'émotions dans cette analyse. Pour Abdallah, toi c'est Renard a loupé son match, on est d'accord? Pour moi, il y a un problème tactique. Voilà. Il y a un problème de dispositif tactique, c'est-à-dire qu'à un moment tu as besoin de milieux qui cassent les lignes. Tu as besoin de milieux qui cassent les lignes. Pour casser les lignes, on avait Haris qui était un joueur qui cassait les lignes. Haris était un offensif. Il jouait latéralement, il trouvait pas de solution. Cassait les lignes, mais non, tu as besoin des milieux qui remontent, qui essayent de remonter d'un cran. Ce que Belhanda a fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait un très bon match. Mais ce que Boussoufa était incapable de faire. C'est-à-dire, à un moment donné, vraiment, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait faire un changement au milieu de manière à offrir un peu plus de solutions, de passe. Le remplacer par qui? Par Fajr, par exemple. Là où je suis d'accord avec Abdallah, de casser les lignes, de passer là où je suis d'accord avec Abdallah, c'est que c'est incroyable qu'on n'ait pas fait de changement au niveau du milieu. Voilà, il y avait un problème là-bas, c'est assez incroyable. Moi, je n'ai pas compris le changement, par exemple, de l'avant-centre, parce que
Objectivement, Kaby n'a rien à se reprocher puisqu'il n'a reçu aucun ballon. Ouais, zéro. Quasiment. Zéro. Donc Zéro. c'est un peu le. Je pense que le changement avec Boedeus et Kaby, c'est plus qu'il voulait jouer avec quelqu'un de physique. Moi, je m'entendais plus physique, avec mais c'est pareil, si tu fais pas arriver... un Boutayeb, c'est physique parce qu'à un certain moment on jouait avec des ballons longs. Mais ça ne sert à rien si tu n'arrives pas. Parce que si on voit les 90 minutes, on a perdu presque tous les duels. Parce que les Iraniens, ils étaient bien placés et dans tous les duels, ils tapaient fort. Moi, je vais vous mettre d'accord. On le voyait. Moi, je vais vous mettre d'accord. Moi, je pense qu'en fait, oui, il y a eu. Je pense que le coaching n'a pas été brillant. Je pense que globalement, Renard a loupé son match. Moi, j'ai du mal avec les analyses définitives en disant lui, il est bon, lui, il est pas bon, lui, il est. Enfin, un coach, c'est un petit peu comme un joueur. Il peut passer à côté de son match. Il peut prendre les choses. Peut-être il y avait des choses à revoir. Et globalement, il est évident qu'on a trop subi un grand moment dans le match entre la fin du pressing vers la 20e minute et la blessure de Amrabat où il s'est pas passé grand chose. Mais en même temps, moi je trouve que je vais pas revenir là-dessus parce que on a déjà parlé de ça avec dans les précédents podcasts, une gestion émotionnelle dramatique. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois les erreurs techniques qu'on a vues, je compare pas le Maroc avec le Brésil, hein, mais on compare le Maroc avec ce qu'on a vu avant. Avec le Maroc. Voilà. Et là, on était clairement dans une, je sais pas si c'était sur trop d'émotions. On s'est mis beaucoup de pression. Et tout le monde d'où ma question, gagner ce match. Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de confiance qui fait que quand on est tombé sur un os, on a perdu un petit peu nos moyens. Est-ce que pour vous, quand je parle d'excès de confiance, je le vois sur un point en particulier. Je parle pas des supporters, les supporters disent ce qu'ils veulent. Globalement, moi je pense pas que le staff a sous-estimé l'Iran, pas du tout. C'est pas ça pour moi l'excès de confiance. Non, je pense pas. C'est pas parce que les gens dans les réseaux sociaux expliquent qu'on avait battu l'Iran facilement que le staff est dans cette logique-là. Par contre, on a l'impression qu'on est arrivé en Coupe du Monde avec des insuffisances dont on a pensé qu'elles deviendraient suffisantes. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on a un problème de latéraux, tout le monde sait ça, mais on se dit ça va passer, ça va continuer, on va continuer à bricoler. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé devant un niveau supérieur, sans matchs amicaux pour valider nos choix, sans test d'étanchéité pour cette équipe-là. Et là, d'un seul coup, tout s'est écroulé dans nos têtes. Voilà, je vais parler aussi de la partie mentale parce que je pense que ces joueurs, à part excès de confiance, oui ou non? Non, c'est pas l'excès de confiance. C'est en fait ces joueurs-là, ils se disaient, on a dans ce groupe l'Iran, l'Espagne, Portugal. L'opportunité qu'on a pour nous, c'est de gagner ce match-là. Après Portugal-Espagne, on va essayer de se débrouiller. Non, pour moi, l'excès de confiance, excuse-moi. L'excès de confiance, c'est pas de se dire il faut battre l'Iran. C'est évident qu'il faut se dire ça. Moi, on va jamais. Non, mais l'excès de confiance, c'est-à-dire penser que ces 3 points, c'est dans la poche. Non, c'est pas ça. Personne ne dit ça. L'excès de confiance pour moi, c'est pas de se dire ils sont dans la poche. Personne ne dit ça. À part les gens qui sont. Non. Personne dans le staff ne pensait que les 3 points étaient dans la poche. Par contre, l'excès de confiance, il est de se dire oui, c'est un peu limite. Oui, Mendy, il suffit pas donc on enlève. Oui, on met Hakimi à droite à la place de machin. Oui, quand il se blesse, on peut faire reculer. Oui, on enlève un 4e central parce que globalement, ça va suffire de faire descendre un milieu de terrain. Tout ça. Pour moi, l'excès de confiance, c'est que tout ça, qui est un petit peu du bricolage, arrivé à la dernière minute, où tu changes de statut, et peut-être qu'à ce moment-là, quand tu changes de statut, tu changes de monde, tu changes de niveau, croire que ça va suffire, alors que peut-être que ça n'aurait pas suffi, et en l'occurrence, vendredi, ça n'a pas suffi. Abdallah. Oui, moi je suis un petit peu de ton avis. C'est pour ça que je parlais de la préparation et du choix des 23. On va pas. J'ai du mal à revenir aujourd'hui au choix de 23. Écoute, mais attends, c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Que fait Mendy dans cette liste? Mendy ne rentre jamais il n'est pas rentré dans ce premier match. Il a joué dans les 3 matchs amicaux de préparation. Il a joué dans un match et avant il était blessé. Donc Mendy aujourd'hui, c'est pas un joueur qui est banni. Que Mendy, non, il est pas banni, mais globalement, attends, je m'excuse. Si tu as un arrière gauche de métier, que tu fais jouer un arrière droit à gauche, et que quand l'arrière droit se blesse, tu fais encore rentrer un mauvais arrière droit, un milieu défensif, ça devient quand même. À un moment, il y a quand même un entêtement. Moi, dans le fait. Je ne défends pas Mendy là, mais s'il rentre pas là, je sais pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'avec ce double changement, avec Hakimi à gauche et Amrabat à droite, on est en train de perdre 3 postes parce que Hakimi doit être à droite, Amrabat doit être exactement. Moi, je veux bien. Tu peux avoir un problème, c'est-à-dire tu peux avoir un problème à gauche, il y a pas de souci. Mais si tu commences à flinguer, tu flingues les 2 latéraux. Bon, tu vois, ça devient, c'est un peu trop. C'est-à-dire ça fait un peu, ça fait beaucoup pour une équipe. Ça fait beaucoup de handicap. Tu peux avoir t'as un arrière gauche léger, tu fais avec, tu vas faire avec. Mais persister, je rappelle quand même que Hakimi, il a 19 ans, je crois.
il a 19 ans, il n'a pas beaucoup de bouteilles et pratiquement tous les matchs professionnels en fait qu'il a fait, il l'a fait sur son poste d'arrière droit. Il a même pas l'âge et la maturité pour arriver en Coupe du Monde et avec la polyvalence qui lui permet de jouer. On le voyait sur un match dans des actions où il pénétrait, mais à un certain moment parce qu'il devait changer de mais mise il a pas, et on avait 2-3 secondes de retard et là on avait tout un débat mais à quoi sert un entraînement? C'est-à-dire un entraînement, c'est pour t'apprendre à faire des gestes naturellement. Tu peux pas arriver et dire à quelqu'un. Mais justement, mais c'est ce que je dis. C'est précisément ce que je dis. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver avec un joueur qui est entraîné toute l'année comme latéral droit. Comme latéral droit, tu peux le faire. C'est-à-dire, moi, à la limite, il y aurait des rares, j'aurais compris. Tu dis, j'ai un problème à gauche. Mais ces solutions de Hakimi comme arrière gauche, on l'a vu même dans les matchs de qualif. On a joué avec cette solution contre le Côte d'Ivoire. Mais là, il exécute avec un vrai arrière droit. C'est-à-dire, tu flanques pas tes deux. C'était rare. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il est là, tu ne flanques pas tes deux latéraux. Il est là pour moi l'excès de confiance. C'est-à-dire que te dire ça passe contre la Côte d'Ivoire, ça passe contre le Gabon, ça passe avec un arrière droit. Là, j'enlève en plus l'arrière droit et ça va continuer à passer à un niveau supérieur. C'est pour moi. Mais ça, on a beaucoup parlé de ces histoires derrière latéraux. J'ai envie de vous poser une petite question rapidement sur l'affaire Aziz Bouhaddouz. Alors tout le monde sait ce qui s'est passé. Aziz Bouhaddouz, il a fait un geste malheureux qui coûte le point du match nul que sans doute on aurait obtenu sans cette tête malheureuse. Drame du joueur, on a tous vu ça. Dans un premier temps, énormément d'agressivité sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, beaucoup de solidarité pour remonter le moral du joueur. Comment vous voyez ça, ce foot aujourd'hui, où les réseaux sociaux amplifient toutes les réactions, qu'elles soient positives ou négatives? Voilà. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop En fait, non, parce que j'ai eu une discussion avec des amis sur le même sujet. Moi, je trouve que les gens qui étaient agressifs, moi, je trouve ça malheureux. Mais en même temps, le fait de lancer une campagne pour dire Bouhaddouz doit être titulaire, là aussi c'est un petit peu. C'est peut-être excessif. Bon, après soutenir un joueur dans une telle situation, parce que en fait, il a marqué presque à la dernière minute un but contre son camp qui fait perdre un point, que peut-être c'est le seul point qu'on pourrait avoir dans ce groupe. Ce genre d'action peut casser la carrière d'un joueur et il a besoin de soutien. Et on a vu même le soutien des joueurs iraniens. Il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien et moi je trouve cette campagne-là qui n'est pas. C'est dans le monde des bisounours. Les deux réactions sont parfaitement naturelles. C'est-à-dire que quand je dis parfaitement naturel, dans le sens où tu peux avoir chez la même personne une réaction de colère au moment où tu te prends le but, au moment où tu prends le but. C'est normal. Moi aussi, faut quand même reconnaître les choses. Moi, j'étais énervé. Je pense que moi aussi, j'ai insulté. Tu as envie de flinguer Bouhaddouz et tu l'insultes. C'est quelque chose. Après, au calme, parce qu'il y a un peu. Et tu vois sa réaction. Tu vois la réaction des autres. Mais non seulement sa réaction, mais faut quand même dire une chose, c'est-à-dire que la tête, il est obligé de la mettre. Il y a un joueur iranien juste derrière lui. Il est obligé de la mettre. Donc c'est pas le. Après, il la loupe, ça. C'est aussi simple que ça. Mais il est normal que la première réaction soit de dire oula, mais on perd un point dans un groupe de Coupe du Monde à cause d'un geste non maîtrisé. Donc moi je pense pas qu'il y ait eu des réactions, c'est-à-dire de deux camps opposés avec Pandé Bouhaddouz et remettez le titre. Ça a été consécutif, tu veux dire? Ça a été consécutif, c'est-à-dire que tu as la première réaction de colère dans l'heure qui suit le match, c'est clair, mais c'est normal, c'est naturel. Mais je trouve aujourd'hui que c'est normal que les gens on est tous supporters, on a tous eu des disent on est avec Bouhaddouz et tout. Oui, c'est normal. Qui lance des hashtags, qu'on démontre un peu d'esprit sportif, c'est suffisamment rare pour qu'on s'en félicite. Exactement. Qu'à défaut de gagner des matchs, on ait l'air un peu sympa et agréable sur les réseaux sociaux, pourquoi pas? Moi je dis c'est une première, parce qu'on est habitué à des ultras. Qu'on demande que Bouhaddouz soit sur le terrain ou capitaine ou même gardien de but, ça te regarde. Renard fera ce qu'il voudra, il sera sûrement maître de ses choix. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir. Pour moi c'est une nouveauté. La dernière fois qu'on était en Coupe du Monde, j'avais pas Internet et vous non plus parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, on a suivi beaucoup de ce genre de choses. Encore une fois, c'est un des avantages d'une Coupe du Monde avec le Maroc, c'est qu'on est dans le monde. C'est-à-dire sérieusement, il faut dire une chose. On regarde ce que font les autres, on fait mieux, moins bien, on s'adapte. Mais c'est super intéressant. Ce qu'on voit comme vidéo, ce qu'on voit comme retour de notre public en Russie, c'est magnifique. Oui, bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Ce qu'on a vu, ça démontre une image de civisme et ça démontre que
Bah, On en a même besoin de ça. temps que j'ai grogné au début sur les gens qui ne ramenaient pas d'infos de l'équipe nationale, j'aurais pu rajouter que bravo aux supporters. Oui, Ah, Parce que c'est voilà. c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, Ça, splendide. Voilà. ça donne espoir. Ça Bon. donne espoir. On fait une petite pause et on continue parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Vous êtes bavards, les amis. C'est bien. Oui. C'est bien. C'est En plus, il n'y a normal. pas de limite. On est hein. des framateurs. On est des sur framateurs. Internet. Ouais, ouais, C'est exact. gratuit, On les peut gigas. s'éclater. C'est gratuit. On peut s'éclater ici. Vous êtes sur Fréquence Foot. Fréquence foot, troisième partie. On continue avec une question bien simple que je vais directement adresser à mon ami Abdallah. Dis-moi comment on aborde le Portugal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Comment il faut jouer ça? Est-ce qu'on change l'équipe? Est-ce qu'on garde l'équipe? Comment tu verrais les choses, toi, si tu étais aux commandes? Moi, je pense que ce serait pas plus mal d'arriver à faire ce qu'on n'a pas fait contre l'Iran, c'est-à-dire à prendre du plaisir à jouer un match de foot. Une grosse équipe. On va être très clair. Enfin, je vais pas faire la déclaration des joueurs de l'équipe nationale. Il y a encore de l'espoir. Ça va être difficile, mais voilà. Non, c'est clairement mission impossible. On est sur ça. C'est-à-dire, il faudrait un petit peu un concours de circonstances Je pense que tout le monde est extrêmement conscient, favorable c'est- pour arriver à sauver la qualification. Mais enfin, qu'on en profite. Ce que tu disais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. Moi, personnellement, qui ai eu la chance dans ma génération enfin au moins de voir 3 fois le Maroc en Coupe du Monde. Faut préciser que Mais bon, quand même, faut préciser que Abdallah très est né en jeune pour la 1902. Exactement. Les gens le voient pas. Mais 3 fois, c'est-à-dire 86. Non, 86. Abdallah se rappelle de la 80, Coupe du Monde de l'Uruguay. 86, 94, C'était bien, 98. c'était bien l'Uruguay 1930. Oui, très très bon à cette époque-là. Bah, oui, c'est lui et Rafael Marquez. Les deux qui ont vu cette compétition-là. C'est vrai, quand j'ai vu Marquez aujourd'hui, petite parenthèse, j'avais l'impression qu'il... Le mec, il a joué comme titulaire la finale de Champions League en 2006 du Barça. Ouais. Avec qui à côté? Deco. Avec Gabriel Milito, avec Puyol, Il n'y a que des retraités. avec Belletti, Mm. avec Thierry Henry qui était à Arsenal. Avec Cruyff, non? Non, non. On va pas partir très loin, mais bon. Bon, alors et toi, comment tu vois ce match contre le Portugal? C'est ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage concernant le résultat de l'Égypte, parce qu'on aurait peut-être pu voir le Hadari jouer Ah ouais, le exactement, 3e match exactement. s'il a eu Ouais, avec le frère la Hassan. qualification. C'est Brahim Hassan. Hassan. Bon, pour moi, ce match Portugal, en fait, on va dire, dans ma tête, après la défaite, c'est fini. C'est fini, on va pas espérer. Pour moi, c'est fini la qualif pour un 8e de finale, sauf un miracle. Oui. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on n'est pas en Coupe du Monde. On est en train de vivre un moment quand ma petite sœur qui a 20 ans n'a jamais vu le Maroc en Coupe du Monde. C'est la première fois qu'elle le voit. Donc on doit vivre ça, on doit s'éclater, on doit vivre le moment. Mais c'est ça, Après, il faut pour le ces jouer, ce joueurs, match, je veux il faut bien le que jouer. ces joueurs pensent à la même chose. On va jouer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. On aura tout le monde qui va regarder ce match. Donc c'est le moment de faire le match de leur vie. Et pourquoi pas? Pourquoi Écoute. pas faire un miracle? Mais faire le match. En fait, je Non, veux c'est- que au bout de 90 minutes, on se lève et on applaudit tous cette équipe-là. Et on se dit bravo, quel que soit le résultat. En résumé, c'est ce qu'un public un soir de match de la Coupe du Monde des clubs à Agadir a résumé par Real Labo. Real Labo, Voilà, ouais. exactement. Voilà. On pouvait dire juste ça en fait. Exactement, on a besoin de ça. Du coup, il y a 3 Rajaoui autour de la table. donc Ouais. Mais bon, c'était pas le cas dans les 2 dernières émissions. Ah oui, tu étais entouré de Widadi. Oui, mes amis, mais là, vous savez, on a à peu près la même douleur à la 92e minute. On s'en fout maintenant. Avec Mohamed. On était dans le même état. Bon, maintenant il reste un petit peu de temps en fait. De quoi vous voulez parler? Moi je vais vous lancer des thèmes. Est-ce que vous voulez parler de l'Islande qui a fait pousser une forêt de Vikings dans sa surface de réparation? Est-ce que vous voulez parler de Messi qui a loupé un péno et qui semble toujours un peu perdu dans cette sélection qui est paralysée autour de lui? Est-ce que vous parlez de la France qui n'arrive pas à faire jouer ensemble son armada offensive? Est-ce que la créativité capillaire de Neymar ou bien de la Suisse qui a bloqué le Brésil, la Suisse qui a inventé le catenaccio selon Abdallah? Est-ce que vous voulez Le parler verrou suisse. du Mexique Et de- qui après une préparation extraordinaire, un stage de préparation extraordinaire, a dominé la grande Allemagne? Non, c'est un point. Est-ce que C'est vous un voulez- point. voilà. Non, De pour quoi vous moi, voulez parler? Pour moi, le Mexique. Pour moi, on doit parler du Mexique parce que on a entendu sur le dernièrement. terrain, sur le terrain. Oh non, sur le terrain. On a entendu dernièrement les gens qui disaient ouais, les joueurs du Maroc, ils sont avec leur Instagram, ils sont en train de faire des photos. Non, il faut être concentré. Non, il faut être comme les Allemands. Ils ont interdit les téléphones. Bon, je vais pas dire exactement ce qu'ils ont fait les Mexicains, mais je pense que tout le monde est au courant. Mais on a vu aujourd'hui sur le terrain, ils étaient solidaires. On a vu une équipe formidable contre l'Allemagne, le tenant du titre.
et c'était exceptionnel. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu Neuer dans le premier match de poule, alors que le goal average peut être important, monter pour essayer d'égaliser tellement ça supportait pas la défaite. Mais les Allemands, c'est pas possible. Bon, Hatim donc a choisi le Mexique, subhanallah. Abdullah, de quoi tu veux parler? Juste en Argentine dans ce cas-là. Vas-y sur l'Argentine et la forêt de Vikings plantée dans la surface de réparation. Et c'est là qu'on voit une parfaite maîtrise tactique. C'est-à-dire que l'Islande a complètement bloqué toute la capacité en fait offensive argentine en se concentrant au centre. Ils leur ont laissé les ailes complètement. Les côtés étaient complètement libérés. Et ils savaient que de toute façon, c'est le gros handicap de l'Argentine, c'est que l'Argentine n'a qu'un seul plan, qui est faire la passe à Messi, qui joue numéro 10 au centre. Il y a le Danemark apparemment, il y a un t-shirt du Danemark avec un algorithme comme ça. Passer la balle à Eriksen, est-ce qu'il a marqué exactement. Oui, mais ça, on va passer la balle à Eriksen. Oui, mais enfin, ce que tu dis sur la Messi, c'est même pas de la Messi dépendance, on a dépassé ce cas-là. C'est la Il y a faiblesse une aussi vraie de cette équipe indigence collective dans cette équipe. Le jeu est pauvre, le jeu est très très pauvre. C'est une équipe de retraités qui n'a pas été renouvelée, qui est construite. Non, mais je reviens là-dessus parce que c'est pas la faute du joueur. Mais l'équipe est construite autour. On a l'impression que l'Argentine, depuis un certain temps, enfin, en tout cas depuis que Messi joue, a envie de recréer le phénomène Maradona avec un joueur, avec cette fameuse légende d'un joueur qui apporte une Coupe du Monde à un pays à lui tout seul. On a pu créer ça dans son club, mais je pense que dans cette équipe d'Argentine, on n'a pas pu mettre les joueurs adéquats. Non, le Barça d'avant où il y avait juré quand j'ai démarré ce podcast de pas parler du Real et du Barça. Non, je ne vais pas parler du Barça, mais je voulais. En tout cas, pas pendant la Coupe du Monde. Mais vas-y. On va parler de Messi. Il y a une grande différence. Le Barça est dépendant de Messi comme n'importe quelle équipe dépend d'un grand joueur. Exactement. L'Argentine, pareil. Non, l'Argentine, elle a dépassé ça. C'est-à-dire que l'Argentine n'a pas de plan autour de Messi, n'a pas de mouvement de collectif autour de Messi, même elle a une paralysie, j'ai envie de dire, et ne dépend pas d'un grand joueur, parce que c'est un peu normal quand tu as un joueur de ce calibre-là que l'équipe dépende de ses performances. Mais quand on voit le Portugal, par exemple. Mais là, on a dépassé ce stade-là. Mais quand on voit le Portugal, par exemple, eux aussi, ils dépendent d'un grand joueur. Non, mais on voit que tout le monde essaie de passer le ballon à ce joueur-là. Non, ils n'essayent pas. Non, ils combinent entre eux. Il y a des combinaisons. L'équipe du Portugal arrive à faire des combinaisons sans nécessairement rechercher Ronaldo. C'est clair, c'est le joueur décisif, c'est la grande star. Parce que il y a pas de problème. Joue pas dans le même poste que Messi. L'un est un attaquant et l'autre c'est le distributeur de l'équipe. C'est le cœur de l'équipe. Mais ça fait quand même une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Quand on regarde jouer l'Argentine, et quand je le dis, c'est pas uniquement contre l'Islande, c'est-à-dire ce n'est presque le résultat contre l'Islande est presque, enfin pour moi vraiment même pas nécessairement une surprise. Moi avant la Coupe du Monde j'avais prédit que l'Argentine sortirait. On a fait un petit pari, on se disait que l'Argentine va sortir au premier tour, je le dis. Ça va être sympa si on sort par le Nigeria. Si le Maroc sort et l'Argentine sort, on sera pas vraiment déçus. Bon, enfin je veux te dire, ça va pas beaucoup me consoler. Bon donc Hatim nous a parlé du Mexique, Abdallah nous a parlé de l'Argentine. Moi je vais vous parler globalement de ces quelques jours où on a eu l'impression quand même que tout était possible et qu'à part Ronaldo qui a respecté son statut et qui a honoré un peu son aura avec ce fabuleux triplé, on a l'impression que tout est possible et que ça nous ouvre des portes étonnantes. Voilà, on a vu aujourd'hui le Brésil se casser les dents, le Brésil mais constellé de stars avec sans doute les meilleurs joueurs du monde chacun à leur poste ou enfin dans le top 5 pour moi c'est l'équipe favorite pour voilà exactement, voilà coincé contre la Suisse, on a vu le Mexique. Enfin, on a vu tout ça et on va encore voir beaucoup de choses parce que je pense que les deuxièmes journées vont être encore plus passionnantes parce qu'il y avait des joueurs qui vont devoir se révéler, il y a des équipes qui vont devoir se livrer. C'est passionnant, c'est la Coupe du Monde. Et il faut profiter de cette Coupe du Monde. Voilà. C'est magnifique. Écoutez, merci les amis. Je voudrais remercier également tous les gens qui nous suivent, qui nous envoient des messages. Je voudrais rappeler que vous pouvez nous suivre vous pouvez nous écouter sur radiomaalif.com. Vous pouvez vous abonner sur notre podcast via iTunes. Enfin, il y a plein de solutions. Ne laissez pas passer cette occasion d'écouter tous les framateurs. Écoutez-nous, on est des framateurs. De la Twitto. Merci beaucoup et à la prochaine.